Bonjour et bienvenue à vous dans votre émission Ma famille, ma vie. Ce matin, nous sommes heureux de parler des personnes âgées. Alors, notre thématique sera les personnes âgées et leur place dans la famille. Il va de soi que la place de nos parents est au cœur de la famille. Mais il arrive parfois que les aléas de la vie font que ces personnes finissent leur vie dans des centres d'accueil, des établissements où ils trouvent chaleur et bienveillance, mais qui n'égalera jamais celle de la famille. Mais pour en parler ce matin, nous avons le plaisir donc de recevoir Monsieur Jamel Rahim. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de cabinet au ministère de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme. Voilà. Merci d'avoir répondu présent ce matin. Nous avons aussi le plaisir de recevoir le professeur Mustapha Benhamer. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour, donc vous êtes chef de service en médecine interne EPH, c'est ça, de Ruiba, et président de la Société algérienne de gériatrie. Ça va, j'y suis arrivée. Merci d'être là. Merci, et madame. Nous avons aussi, bien entendu, donc Wahida. Bonjour Wahida. Bonjour. D'abord, bonjour. Toi, aujourd'hui, tu nous amèneras, tu nous feras voyager un petit peu dans notre enfance. Je suis très nostalgique aujourd'hui. Je sais, déjà depuis hier. Oui, voilà, depuis hier. On va se remémorer les beaux moments que nous avons vécus avec nos grands-parents. Exactement, de très très beaux souvenirs. Oui, et l'importance d'avoir cette relation avec les grands-parents. Effectivement. Donc, Monsieur Jamel Rahim, je vais commencer par vous. Je vais vous poser une question toute simple. Tous les téléspectateurs sont curieux de savoir quels sont le nombre d'établissements sur le territoire national. Voilà, merci. Donc, si on parle de la personne âgée, je dirais que c'est un engagement international. Tout à fait. Donc, cela nous amène que l'Algérie doit, elle ne sait pas doit, mais on s'est rallié à cette convention internationale. Donc, la personne âgée est dans le centre, je dirais, de prise en charge adéquate dans nos établissements. Les établissements actuellement, on est à 31 établissements sur les 58 wilayas. Donc, vous constatez que le nombre n'est pas aussi important par rapport à la population des personnes âgées qui avoisine les 10% de la population algérienne. Ça veut dire que le nombre est très minime. Donc, cela nous donne tous cette sensation de grandeur que les Algériens sont toujours dans le centre d'intérêt de la personne âgée, c'est qu'on prend toujours en charge nos parents. Donc, c'est ça qui nous pousse à dire que l'Algérie actuellement, même si on parle de la Constitution, la nouvelle Constitution de 2020, qui a donné, privilégié la personne âgée dans son article 71. C'est un engagement de l'État de prendre en charge nos personnes âgées. En dehors de ce que le Coran, le Coran al-Karim, وقضى ربك بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. Ça nous donne tous les Algériens. Donc on constate que pour la personne âgée, elle est sacrée. Non. Je dirais sacrée avant que ce soit une obligation. Donc, la personne âgée est toujours dans le centre d'intérêt de tous les Algériens. Donc, on voit même ce qu'on a vu comme feuilleton, comme... C'est la baraka de la famille. Oui. Donc, on dit toujours que la personne âgée, c'est le pilier de la famille. Oui. Et donc, quand ces personnes partent, on voit toujours qu'il y a toujours cet intérêt qui est porté soit à travers nos actes quotidiens de la vie. Et il y a des gens qui viennent vers ces centres-là pour faire des actions en faveur de ces personnes. Ils disent que parce que j'ai perdu mes parents, maintenant je dois continuer à aider ces personnes tout en gardant dans l'esprit qu'ils sont en train de faire du bien à leurs grands-parents. Donc c'est un avantage pour nous, Algériens. Effectivement, en sachant très bien que la famille algérienne a changé, avec la modernisation, avec le rétrécissement de la famille, il n'y a plus autant d'enfants, mais cette relation que nous avons à nos parents reste la même, elle n'a pas changé. Je dirais que la personne âgée est un patrimoine culturel. C'est toute une expérience de la vie. Donc, à nous maintenant d'essayer de trouver les axes qui vont nous amener à profiter de ces expériences. Donc, l'expérience de la personne âgée, qu'on le veuille ou pas, est dans le centre d'intérêt de beaucoup de familles qui cherchent maintenant même à retrouver et à prendre en charge des grands-parents au niveau de nos centres spécialisés. Donc, il y a une demande. Maintenant, on ne parle plus de demande de bébé, mais maintenant, il y a des gens qui viennent chercher et voilà que je veux emmener une personne âgée vivre avec moi.
Donc, ça veut dire qu'il y a une prise de conscience que la personne âgée peut contribuer dans l'effort, soit de l'éducation, soit de l'effort de sauvegarder les intégrités familiales. Donc, une personne âgée dans une famille, ça devient quelque chose de très important maintenant. Même notre slogan du ministère de la Solidarité nationale, c'est un slogan qui comporte la famille tout entière. Ça veut dire que c'est très important d'avoir une famille tout entière. Ça veut dire que l'enfant, qui est le centre d'intérêt de toute la famille, redevient dans sa position naturelle, c'est que l'enfant peut se retrouver et retrouve aussi ses repères par rapport à ses grands-parents et par rapport à ses parents aussi. Donc c'est ça le travail qu'on a engagé actuellement et que Madame la ministre de la Solidarité nationale insiste dans tout cela, c'est comment rendre nos établissements, surtout les établissements d'accueil des personnes âgées, un lieu où il va se retrouver toute la nostalgie familiale. Il va retrouver sa personne, sa mobilité, sa dignité, l'épanouissement personnel, la participation dans la vie quotidienne. Donc tout cela, on est en train de mettre en exergue actuellement toutes les synergies possibles de rendre l'établissement comme endroit où la vie redevient tout à fait normale pour la personne âgée. Où toutes les personnes âgées puissent retrouver leurs repères, passer de bons moments et vivre, on va dire, couler des jours tranquilles. Et oui, c'est ça, parce que même pour la période Covid, elle était pour nous très importante, du moment qu'on a pu tirer beaucoup de leçons. Et je pense que ce qu'on a fait actuellement au niveau du ministère de la Solidarité nationale, dans les plateformes qu'on a mis en place, c'est essayer de faire ce palier, cette passerelle entre le ministère de la Solidarité nationale et toute la population algérienne. C'est comment annoncer, comment prévoir une personne âgée en détresse, comment essayer de trouver quels sont les meilleurs moyens de la prise en charge. Donc à nous maintenant, société algérienne, de refaire une nouvelle image de la personne âgée et qu'il redevient aussi le centre d'intérêt de tout le développement, soit développement social, développement éducatif, il doit jouer le rôle principal. Très bien, merci. Professeur Mustapha Benhamer, alors vous êtes chef de cabinet de gériatrie, dites-moi, pardon, non, attendez, président de la Société nationale de gériatrie. Qu'est-ce qu'exactement de gériatrie. Donc, je voudrais juste conforter donc, ce que M. Rahim nous a présenté, puisqu'il y a un travail qui a été fait déjà en 2002 sur la personne âgée et la famille. C'était un travail formidable qui a démontré que 2% de sujets âgés, c'est-à-dire vivent en dehors des structures familiales. C'est-à-dire on a constaté que la cellule familiale reste toujours, déjà en 2002. Nous avons fait un autre travail, presque le même travail. Donc nous l'avons fait en 2001 et nous avons en quelque sorte confirmé que la famille algérienne reste, c'est elle qui prend en charge en fin de compte le sujet âgé. Donc ça nous conforte. Donc on voit entre 2002 et 2020, 20 ans après, la famille joue toujours un rôle très important. Donc c'est des données chiffrées entre 2002 et 2022. Donc ça nous conforte. Deuxièmement, je crois que M. Rahim nous a bien précisé le nombre de personnes âgées qui sont dans les structures, les foyers des personnes âgées. C'est-à-dire lorsque vous remarquez le nombre qui a été présenté par l'Office national des statistiques sur le nombre des sujets âgés par rapport à la population générale, il ne faudrait pas être très alarmiste. Nous avons ce qu'on appelle une évolution naturelle des sujets âgés en Algérie. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas avoir l'idée que la société algérienne, c'est une société vieillissante et où elle est en train de vieillir. Parce que ce que nous avons, lorsqu'on voit le schéma démographique, c'est un schéma démographique tout à fait naturel de toute société. Pourquoi ? Parce que chez nous, nous avons un taux de natalité qui est élevé. Contrairement aux autres pays, des autres pays qui sont des pays vieillissants, où le taux de natalité, ce qu'on appelle l'index de fertilité, qui est au-dessus de 1. Chez nous, il est jusqu'à 3,2. C'est-à-dire, juste après l'indépendance, nous avions donc un taux de natalité de 8 par femme. Et puis, actuellement, nous sommes à 4 enfants par femme. C'est-à-dire que le taux de natalité reste toujours
important. C'est pour cela ce que nous disons toujours, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas être alarmiste. C'est pour cela que les structures qui sont faites, c'est dans le but de se préparer, de prendre en charge une frange de la population. Parce que chaque fois, lorsqu'on dit de la personne âgée, maintenant, toutes les personnes âgées sont malades, toutes les personnes âgées sont autonomes. On précise toujours qu'il y a une frange de la population qui nécessite ça. Mais on remarque sur le plan réel que ce nombre n'est pas très important. Pourquoi? Parce qu'il y a le rempart de la famille. C'est pour cela, sur votre émission, lorsque vous avez parlé donc, de ma famille, ma vie, nous, on conforte toujours cette idée que malgré ce que vous avez dit, qu'il y a actuellement des familles dites nucléaires, malgré le départ des enfants, puisqu'on a constaté dans le travail que nous avons fait qu'il y a un pourcentage non négligeable d'enfants qui partent, qui laissent leur famille, c'est vrai, mais la famille reste toujours le rempart. Donc l'institution officielle, donc que M. Rahim nous a présenté, elle joue un rôle important pour les personnes qui, c'est vrai, ils vivent, c'est-à-dire une situation où ils ne peuvent pas donc subvenir à leurs besoins, d'où l'apport de l'État qui a été conforté donc, par la Constitution, par donc, le travail donc, du ministère de la Santé, donc je crois partout et par des associations. Voilà, grosso modo, c'est juste pour conforter le travail que M. Rahim nous a présenté. En ce qui concerne la Société algérienne de gériatrie, son travail est très simple, madame. C'est-à-dire, si on remarque en médecine, il y a toujours une prise en charge des personnes âgées. On ne peut pas dire que la personne âgée n'est pas prise en charge en Algérie, sur le plan médical. On peut donner toujours deux exemples. Il y avait la Covid. Durant la Covid, on sait que le pourcentage important des malades, c'est des sujets âgés. Je crois qu'ils étaient pris en charge dans les hôpitaux algériens. En seconde position, on cite toujours le problème de l'oncologie, c'est-à-dire les malades qui présentent un cancer. On sait que nous, chaque fois, l'être humain, avec l'âge, il y a une relation intime entre l'augmentation de l'âge et les processus cancéreux. Ces sujets, je crois, qui sont pris en charge en Algérie. Donc, sur le plan médical, nous, notre apport, c'est un apport scientifique. Dans quel sens, madame, l'apport scientifique? C'est-à-dire, nous avons tout fait depuis que nous avons commencé dans le but d'institutionnaliser la gériatrie en Algérie. Dans quel sens? Parce que dès qu'on parle de la gériatrie, les gens nous disent qu'il faudrait qu'il y ait des structures, des services de gériatrie. On leur dit non, il ne faudrait pas penser de cette manière. Pourquoi? Parce que ça nécessite une formation. Pour ouvrir un service, il faudrait qu'il y ait un professeur, il faudrait qu'il y ait un résident, il faudrait qu'il y ait des structures. Donc il y a un cheminement naturel dans la formation. C'est pour cela, donc, à partir depuis 2 ou 3 ans, il y a eu ce qu'on appelle la refonte de l'enseignement médical. La refonte de l'enseignement médical a introduit un module à partir de la 6e année, dit un module des personnes âgées. On n'a pas dit module gériatrie, on a dit module dédié aux personnes âgées. Ça, pourquoi? C'est dans le but de préparer déjà, c'est-à-dire le médecin généraliste, sur les particularités de la personne âgée sur le plan de l'état de santé. Le second volet que nous avons abordé, c'est l'organisation annuelle, donc ce qu'on appelle des journées dédiées aux personnes âgées. C'est-à-dire dans le but de sensibiliser donc le corps médical, sensibiliser toute personne qui s'intéresse à la personne âgée, quelles sont les particularités de ces personnes âgées. En troisième position, il y a ce qu'on appelle l'introduction d'un certificat des études spécialisées en gériatrie. C'est-à-dire c'est un travail qui n'existe pas encore aujourd'hui. Qui n'existe pas. Ce que j'ai dit, madame, c'est un cheminement naturel. On ne peut pas, donc, c'est-à-dire on commence toujours par ce qu'on appelle les études de graduation, puis on passe en ce qu'on dit, donc la première post-graduation, et puis une fois qu'on maîtrise la première post-graduation, on passe à la deuxième post-graduation. C'est-à-dire c'est le cheminement naturel de toutes les études qui sont faites dans le monde. En seconde position, nous avons toujours essayé d'approcher ce qu'on appelle les auxiliaires de vie, approcher les aidants, dans le but, l'important c'est quoi? Parce que ce que nous constatons actuellement, c'est un travail de bénévolat. Ce n'est pas un travail institutionnel pour les auxiliaires de vie et les aidants. Et puis nous avons constaté durant la Covid, les gens font appel à quelqu'un pour les auxiliaires de vie.
Ce que nous avons dit, que ces auxiliaires de vie, actuellement, ils sont pris en charge par les familles. Lorsqu'on dit la prise en charge par les familles, c'est qu'il y a des retombées financières importantes. Que la famille assurent. Donc ça pose un problème sur le plan réel. Donc ce que nous avons dit, c'est que ces auxiliaires de vie, ces aidants, doivent avoir un statut officiel. Dans quel sens un statut officiel? C'est-à-dire, lorsque la famille fait appel à un aidant, elle va le payer. Automatiquement, il faudrait qu'il y ait un organisme qui assure le remboursement. Donc on a fait appel, comme d'autres pays, ce qu'on appelle un autre volet pour la sécurité sociale, c'est quand même le volet de l'autonomie. C'est-à-dire que la personne essaye de cotiser durant sa vie, dans le but, lorsqu'il arrive à un certain âge, où il nécessite la prise en charge par des aidants, par des auxiliaires de vie, il a déjà quelque chose. Parce qu'il faudrait avoir une idée que toutes les familles ne sont pas les mêmes. Bien entendu, chacun donc financièrement, on ne sont pas tous égaux. C'est pour cela, et puis le dernier volet, madame, c'est-à-dire pour ces auxiliaires de vie et pour ces aidants, il faudrait qu'il y ait un statut légal, c'est-à-dire un statut qui les protège. Parce que si on constate un médecin qui fait un acte, s'il y a une erreur, automatiquement, il y aura des retombées sur cette prise en charge. Et le bénévole et l'aidant, il va pénétrer dans l'intimité des familles. S'il y a un problème, qui le protège? C'est pour cela qu'on s'est toujours posé la question que ces statuts doivent être officiellement institutionnalisés. Il faudrait que ce que nous avons proposé, il faudrait que le ministère, le ministère de la profession professionnelle, essaye de prendre en charge ce volet pour qu'il y ait donc un statut légal pour ses aidants et ses auxiliaires de vie. Certes, je m'excuse, peut-être j'ai monopolisé la parole. Moi, ce que je vous propose, je m'excuse. On reviendra à vous, professeur. Donc, on va juste regarder un reportage de Farida Benslem qui s'est rendue donc, dans un établissement du côté de Deli Ibrahim et elle a suivi le quotidien de ces personnes âgées. On regarde et on revient juste après. Pour l'espace de quelques heures et sous les rayons du soleil de cette journée fraîche, se regroupent Rania, Zehia et Ralia, ainsi que d'autres femmes, autour d'un thé bien chaud, partageant des moments de convivialité. Ne pas se sentir seul, abandonné, c'est le sentiment qui règne. Et la même phrase qui revient, la vie continue. وبيان سور يعجبني الحال هكا يسمى دارنا يعني سيف يعجبنا الحال مربياتي يجوا يواسوني خرجي ونوضي هي الطبيبة تجي ليا البسيكولوج كاع. Pour occuper les longues journées, le foyer des personnes âgées à Deli Ibrahim organise au profit de ces femmes des activités pédagogiques qui visent à améliorer le quotidien de ses résidentes et à leur apporter un bien-être. On va créer ces ateliers. Par exemple, on va voir l'ensemble des personnes est-ce qu'ils veulent faire le crochet ou je sais pas, le culinaire ou là, on va créer cet atelier. L'activité culinaire, l'activité des travaux manuels et on a le hifd al-Qur'an et un dispositif d'accompagnement bien élaboré. Des ateliers de couture, de broderie, de cuisine ou de crochet leur sont dédiés. Mais au programme surtout, un jardin pédagogique, un lieu où les résidentes ont bien des choses à faire pour les faire bénéficier de toutes ressources éducatives, culturelles et spirituelles. Elle préfère تربي هادو الدجاج ومام عندها كناري تربيه تهتم به تعطيه beaucoup d'importance تشوفوها تعطيه ياكل تعطيه الماء طول طون تروح تحوس عليه نشوفوا انا لا بلوبار تاع لو طون تاعها تحوس عليه على اساس انه هذاك واحد منها. نحب الكروشيه نحب les nappes brodées. Je travaille les aiguilles, je suis très soulagée que je travaille ça. Le jardin pédagogique, c'est une nouvelle technique pour soulager la femme, un soulagement psychique
par rapport à l'anxiété, par rapport à la solitude et tout ça. Un espace de loisirs en plein air et aussi un espace thérapeutique, offrant à nos seniors plusieurs activités. Jardinage, atelier de formation en matière d'élevage d'animaux et de culture de plantes. Quand elle va venir dans le foyer, elle est automatiquement retirée, elle est timide, tout ça. Et ces ateliers vont la faire insérer dans l'ensemble du foyer. C'est-à-dire, elle va faire des relations avec ses copines, elle va l'anxiété, puis même la solitude, elle sera insérée dans les ateliers. نشوف ليه فاسد نحيه ونسقيه وهذا نصيب روحي فيه ونحي به ديك خاطري ونخليه في السمش ومن بعد كي يطيح السمش نرفدو نديه الشامبره تاعي. Visant à assurer une prise en charge de qualité, un personnel qualifié est en œuvre quant à l'application de ce programme pédagogique, tout en veillant sur le côté psychosocial. Une feuille de route bien structurée qui leur permet de s'inscrire de nouveau dans la vie sociale et de se sentir utile. شوفوا هذا لو شونجمون دو كومبورتمون باسكو علاش سي اون اكتيفيتي كي ديري هذيك لاكتيفيتي سافي دير راكي تعطي تو دون اون في. شوفوا باللي زعما الامهات تاعنا كي يديروا هذه لاكتيفيتي باغ اكزومبل تكون فوقه في بيتها الونجي تريست كي تخرج برا تشوف الطبيعه تشوف هذا لو جاردان. لو جاردان سي كوا لو جاردان كوم اون في بلانش وحنا نديسينو فيها واش نحبوا. Savoir prendre en charge une personne âgée nécessite une formation spécifique. Il est important de reconnaître l'importance qui lui revient et de réunir les conditions adéquates pour la prise en charge sociale et sanitaire à cette frange vulnérable de la société. Voilà, donc c'était un reportage de Farida Ben Meslem. Monsieur Rahim, on a vu que ces personnes âgées ne s'ennuyaient pas, absolument pas au quotidien, puisqu'il y a toutes sortes d'activités qui ont été introduites, et surtout les fermes pédagogiques. Donc c'est une nouveauté? Moi je dirais que les fermes pédagogiques est une nouveauté algérienne et que l'Algérie actuellement redevienne une locomotive par rapport aux pays arabes. Maintenant, l'Algérie est leader dans ce dossier. On cherche maintenant à généraliser ce qu'on vient de voir actuellement sur tous nos établissements. Ça veut dire qu'on va essayer de créer un environnement très favorable pour l'épanouissement de la personne âgée. On l'a bien vu dans le reportage. Et quand on dit une personne âgée, c'est une personne à partir de 65 ans. Ça veut dire que la personne âgée en Algérie, à partir de 65 ans, devient un statut social. Ça veut dire il a des privilèges, il a beaucoup d'avantages aussi, parce que être solidaire avec la personne âgée, c'est ça. Et je redis aussi que la Constitution 2020 a concrétisé ce statut. Maintenant, notre ministère de la Solidarité nationale, à travers toutes les actions que la ministre de la Solidarité nationale mène actuellement au niveau des visites de travail au niveau des wilayas, démontre l'intérêt de cette personne âgée dans, je dirais, dans le quotidien, soit le quotidien de notre travail actuel, soit dans la politique sociale de l'État. Même au niveau des hautes autorités algériennes maintenant, il y a un intérêt qui est donné pour améliorer les conditions de vie de ces personnes, parce que si on parle des retraités, les retraités c'est des personnes âgées. Oui. Donc toutes les augmentations salariales qu'on est en train de voir chaque fois visent à améliorer le cadre de vie de ces personnes. Donc quand on parle des gens qui, pour des raisons ou d'autres, qui se retrouvent dans une institution de l'État, l'institution de l'État va lui garantir toutes les commodités de la vie. Ses soins, ses déplacements, tout ce qui a trait à la vie quotidienne saine, je dirais toujours, toutes les commodités sont assurées, ses déplacements. Je dirais aussi que la contribution de ces personnes dans la vie quotidienne, on voit qu'il y a un changement, même au niveau de son développement, de sa vie émotionnelle,
Ces personnes maintenant ils se sentent utiles en fait. Du moment où ils se sentent utiles, déjà même psychologiquement, ils se sentent beaucoup mieux. Écoutez, moi je vous dis que le professeur va sûrement me soutenir dans cela. Ce qui change en nous, c'est notre charisme uniquement. Mais la personne, ce qu'on a vécu dans toutes ces vies, c'est la même chose qui ne changera jamais. Donc c'est nos conditions de vie qui changent, mais au fond, nos ambitions, notre envie de bien-être restera toujours dans la même, continuera. C'est pour ça qu'on doit prendre en charge et d'une manière adéquate la personne âgée en faisant une projection que nul ne peut échapper à ce sort. Ça veut dire on deviendra, on deviendra un jour personne âgée. Donc, on va toujours avoir le même train de vie, les mêmes conditions de vie. Donc c'est pour ça que l'État actuellement essaie de garantir au maximum cette dignité de la personne âgée. Je parle aussi de quelque chose qui est très important, c'est le signalement. La responsabilité actuelle incombe à toute la société. On ne parle pas uniquement de la solidarité nationale, mais toutes les personnes, tout Algérien doit signaler s'il constate qu'il y a une personne mal âgée, maltraitée. On doit le signaler. Les plateformes actuellement numériques existent. Le numéro vert aussi. Le numéro vert existe au niveau de la protection civile. Il y a toujours un moyen de signaler le maltraitement des personnes âgées. Si on trouve une personne isolée, dans des conditions défavorables, on doit le signaler. Et je pense que le signalement redevient, dans cette Algérie nouvelle, un moyen de changement, un moyen de changer le vécu de ces personnes. Donc, si on ne signale pas, ça veut dire qu'on est en quelque sorte complice dans cet acte qu'on a vu ou qu'on n'a pas signalé. Donc je dirais que la personne âgée redevient, même s'il y a ces changements, ces mutations économiques rapides que l'Algérie connaît, mais la personne âgée restera toujours une personne à qui on doit du respect. Justement, nous avons avec nous M. Ahmed Gereki Hassan, donc par téléphone, il est chercheur, et il va venir étayer nos propos et nous parler du côté religieux. Gereki Hassan, vous êtes là avec nous? Oui, bonjour, salam alaikum. Wa alaykoum salam. Allah yaïchik, merci. Voilà, donc, M. Gereki Hassan, dites-nous un mot à propos du côté religieux. En fait, avant tout, merci pour le choix du sujet qui est très important. Surtout en cette période de fête. Bonne année à tout le monde, bonne et heureuse année à vous tous et à vos familles et surtout aux personnes âgées, bien sûr. Donc, j'imagine que vous avez abordé déjà le débat et que vous avez sûrement, certains invités ont cité des versets coraniques, notamment le verset connu Là, c'est les personnes âgées mais le verset concerne particulièrement les parents. Mais en fait, nous, d'habitude, dans notre société, toutes les personnes âgées, on les considère donc c'est toujours nos parents pour dire qu'on les considère on les met dans cette position, la position de parents, à qui on doit bien sûr beaucoup de respect, comme disait l'intervenant avant moi, mais aussi parce qu'ils font partie de la société, ils ont déjà contribué et ils continuent à contribuer à leur façon, bien sûr. Ils aident, d'habitude, ils aident dans l'éducation des petits-enfants, ils sont là à les prendre de l'école, à les accompagner, à leur enseigner, à transmettre un savoir, à transmettre une façon d'être, une tradition, une histoire. Mais il y a plus que ça dans l'islam. Dans l'islam, on sait très bien, et en ces moments un peu difficiles, on n'arrête pas de faire salat al-istisqa, et c'est important parce que quand il dit لولا الشيوخ الركع والصبيان الرضع والأنعام الركع ما نزلت قطرة من السماء. C'est important parce qu'ils ont un rôle aussi, parce que quand on devient vieux, on a plus de sagesse et on est plus proche de Dieu, on prie plus et on est la relation, et c'est pour ça qu'en islam ils sont vénérés. On dit même en islam que shayb, c'est une couronne sur la tête de ces personnes. Donc il dit que donc il prévient un jeune, quand il est jeune, il accompagne un vieux, donc il va être sujet du même accompagnement quand il sera vieux lui-même. Donc
Et quand quelqu'un jeune qui maltraite une personne âgée, il aura le même traitement quand il sera vieux. Donc c'est pour ça يقول سعيد المدني بلغنا أن من أهان ذا شيبة لم يمت حتى يبعث الله عليه من يهين شيبته إلى شاب. Donc il faut être très prudent. Nous, dans notre dialecte, on dit Sharidala. Donc c'est très important. والرسول صلى الله عليه وسلم dit وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. Et il n'y a pas plus faible qu'une personne âgée, parce qu'elle dépend des autres, elle a besoin des autres. Mais il faut aussi, maintenant, la modernité fait qu'il y a toujours des moyens d'impliquer ces personnes âgées dans les faits de la société. Ils ont un rôle à jouer, ils sont dans le mouvement associatif, ils contribuent à leur façon, à leur rythme aussi. Donc, tout ça, donc, dans une société équilibrée, on a besoin de tout ça. On a même vu on a vu des histoires de personnes âgées qui n'ont pas hésité à partager leur petite retraite, leur pension avec leurs petits-enfants pour les aider, pour dépasser certaines difficultés dans la vie. Et tout ça, donc, c'est une société qui offre, chaque partie offre et reçoit. Et ils sont. Et on a même aussi une information qui est très importante. Sidna Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, une fois, donc, il a trouvé une personne âgée d'une autre religion qui est en train de mendier. Et il lui pose la question, pourquoi tu es en train de faire ça? Il lui dit, parce que vous m'avez demandé de payer la dîme, et comme je suis vieux, je ne peux pas travailler, je suis en train de mendier. Et là, Omar ibn Khattab, il décrète d'arrêter la dîme sur les personnes âgées, des autres religions, donc ils n'ont pas à le payer, et il leur fait aussi une sorte de pension de Beit al-Mal. Donc tout ça, il y a plein de références comme ça qui font qu'en islam c'est quelque chose. Et en fin de compte, l'islam c'est le bon sens. Et le bon sens fait qu'on doit respecter ces gens, on doit les faire aussi contribuer, on ne peut pas les isoler socialement. Et on a aussi maintenant les maladies du siècle, toutes ces maladies de vieillesse, l'Alzheimer et compagnie. Donc on doit faire plus attention à ces personnes, aider et se faire aider. Et toute la société peut contribuer. Il n'y a pas que les enfants, les petits-enfants, les voisins, tout le monde. Tout le monde est impliqué. Exactement. Tout le monde fait attention aux personnes âgées, petits et grands. Et heureusement, c'est on va dire dans notre quotidien. Et on aime bien, on sait très bien que nous les Algériens, merci beaucoup, Monsieur Guirigui Hassan. Merci de votre intervention. Bonne continuation et bonne année. Merci à vous. Merci. Donc je disais, on aime bien da'awil khair à les anciens. Écoutez, ça veut dire que nos actes de la vie à l'égard de ces personnes, c'est pas quelque chose qu'on fait gratuitement. On sait que au-delà, il y a toujours une récompense, soit dans la vie, soit au-delà. Donc, je dirais toujours que la personne âgée restera, pour nous, institution de l'État, une personne à qui on doit du respect, on doit garantir son épanouissement, soit dans nos établissements, soit dans les actes de la vie civile. Excusez-moi, je vous coupe. Est-ce qu'il y a des textes de loi qui protègent les personnes âgées? Eh oui, il y a la loi 10.012, c'est la loi des personnes âgées. Non, plutôt c'est la loi 15, 10-15, c'est pour la personne âgée qui stipule que toutes les personnes âgées qui ont besoin de la protection de l'État, la Constitution le garantit aussi, ça veut dire que tous les actes, soit médicaux, soit pris en charge, sont garantis par l'État. Donc, même la mise en place de la carte de la personne âgée, c'est une reconnaissance de ce statut qui va lui garantir au niveau de la vie toutes les commodités qui lui permettent un épanouissement de la vie tout à fait normalement. Donc, jusqu'à ce jour, cette carte est attribuée pour ces personnes au niveau de nos structures de wilaya, au niveau des DAS. Et donc, à partir de quel âge pouvons-nous bénéficier de cette carte? C'est à partir de l'âge de 65 ans. D'accord. C'est l'âge qui est reconnu actuellement au niveau mondial, que c'est l'âge où... Et de quoi pouvons-nous bénéficier en ayant cette carte? C'est une carte de priorité en premier lieu. C'est une carte qui vous garantit des soins, soit gratuits au niveau des hôpitaux, soit au niveau de n'importe quel service où l'État est présent. On garantit à cette personne la fluidité du passage
lui fournir tous les services nécessaires. La gratuité aussi des transports en commun? Ça, je ne peux pas. Je dirais la priorité dans des places bien c'est les places, les premières places sont des places. Et malheureusement, ce n'est pas encore incrusté dans notre esprit cette priorité qu'on doit donner à la personne âgée. Ça existait auparavant. On se souvient. C'était dans l'éducation, dans dès la notre petite enfance. éducation de la petite enfance, qu'une personne qui est dans un bus, quand tu vois une personne plus âgée, tu lui laisses la place automatiquement. Oui. Donc, on voit que ça reprend. On voit que ces actes reprennent actuellement. Et surtout quand on parle maintenant de la start-up. Les start-ups, ils sont en train de faire une révolution dans la vie des Algériens. Même au niveau de... Il y a des start-up qui se sont spécialisés en tant que les auxiliaires de vie. Et ce qu'on appelle aussi au niveau de l'aide à domicile. Je dirais aussi un point très important, que la législation algérienne maintenant permet la création de ces établissements pour l'accueil de personnes âgées. Et en contrepartie d'une rémunération. Et on doit payer. Ça veut dire que maintenant, on doit proposer des services améliorés pour les gens qui veulent avoir une place dans un établissement spécialisé. Je dirais aussi, il y a un point aussi très important, c'est que nos établissements d'État sont ouverts à la prise en charge quotidienne. Donc, une personne âgée n'a plus besoin de passer la nuit dans un établissement. On lui garantit toutes les commodités de la vie, de retrouver ses amis, les gens ont le même âge que lui, il peut échanger. Donc en fait, ils peuvent venir le matin, rentrer dans passer la nuit dans nos établissements et repartir le soir. Et oui, parce que c'est ça. Parce que des fois, ils s'ennuient. Il faut savoir qu'ils préfèrent rester avec, on va dire, d'Ermé, des gens de l'orage. Mais moi, je pense maintenant qu'il y a ce qu'on appelle... c'est une expérience de la vie. Maintenant, les enfants, ils sont en train de nous apprendre à utiliser soit les moyens de vie actuellement, les smartphones et tout, ils nous aident aussi à manipuler. C'est ça qui va faire cette synergie de reprise de la vie normale entre l'ancienne génération et la nouvelle, et de ne plus dire que vous n'êtes plus tu es dépassé par les événements. Rien. Donc non, Wahida, on va passer tout de suite à Wahida. On regarde le jingle et on revient. Donc Wahida, aujourd'hui, c'est la joie et la bonne humeur avec toi. Oui, voilà. En fait, je commence par une petite question. Comment vous appelez vos grands-parents avant? Alors moi, c'était Jdé et Jida. Voilà. D'accord. C'était Mané ou Bébé Cheikh? Voilà. Et vous? Voilà. D'accord. Moi, c'était Aïe, Bébé Sido et Mané. Voilà. Voilà. Donc, en fait, on a tous vécu un peu avec nos grands-parents, ce qui est normal dans nos familles algériennes. Les grands-parents représentaient pour nous un espace où il est rempli de bonne humeur, de tendresse, de hmaya. Oui. Quand on veut fuir des punitions, on est sur les grands-parents. Donc, souvent, les grands-parents nous accueillent. Ils préparent les lieux quand ils nous accueillent. Parce que généralement, c'était soit les week-ends, soit les grandes vacances. Si on vivait avec eux, c'était en fin de journée. Donc, on discutait avec eux, on échangeait, on conseillait. C'était un peu nos confidents, n'est-ce pas? Oui. On racontait un peu nos bêtises, on disait est-ce que j'ai bien fait ou pas, histoire d'éviter la punition si les parents découvrent nos bêtises. C'était un peu ça. Mais aussi, il y avait un grand partage avec les grands-parents. Pour les garçons, ils adoraient tout ce qui est mécanique, jardinage aussi. Pour ceux qui ont grandi dans une grande maison avec un jardin, ils faisaient beaucoup de jardinage, plein d'activités, de bricolage aussi. Moi, j'ai vécu un peu ça où mes cousins faisaient beaucoup de bricolage, de nettoyage, surtout parce que c'était important. Les corvées de temps en temps aussi. Et il fallait le faire. Les corvées, il fallait y passer. Sinon, avec les grands-mères, elles ont beaucoup joué ce rôle de transmission, que ce soit la transmission de notre culture, nos histoires. Je pense que nous tous, on a vécu ce petit moment de partage avant de dormir. Voilà, où quand il faisait froid, il y a eu des journées de pluie où on ne sortait pas jouer dehors. Donc nos grands-mères, pour nous retenir, parce que c'était difficile de retenir des enfants, les canaliser dans une maison. Avant, on n'avait pas tout ce qui est technologie. Non. Donc elles nous racontaient des petites histoires. Est-ce qu'il y a une histoire qui vous a marqué un peu? Oui, surtout à Lunja, c'était quelque chose parce qu'il n'y avait pas les moyens il n'y avait pas, on
pouvait pas, la télévision, c'était quelque chose qui... C'était pas à la portée de tout le monde. Ça veut dire qu'il y a une grande pas de nouvelles technologies. Donc, on attendait impatiemment de retrouver les grands-parents pour les entendre et tout. Donc, je dirais que c'est des repères très importants dans la vie des gens. Le grand-parent était un protecteur. Donc, tous les enfants voyaient dans leurs grands-parents un moyen, c'est une échappatoire. Donc, un refuge. Oui, un refuge, un moyen de protection très sincère aussi. Donc, même si tu fais une bêtise à l'égard de tes parents, tu peux fuir chez tes grands-parents. Maintenant, les enfants, ils n'ont pas où fuir maintenant. Exactement. C'est pour ça parlé de ça tout à l'heure. On doit parler d'essayer de renouer, de retrouver ces liens familiaux, parce que c'est très important. Exactement. Et puis, quand on nous racontait des histoires, on essayait d'imaginer les lieux, les personnages. En fait, c'était comme un exercice pour nous. Moi, en ce qui me concerne, j'imaginais même les odeurs, je disais. Je ne suis pas normale. J'essayais d'imaginer les ruelles, comment elles étaient, les personnages. Par exemple, quand on parlait de Lunja Moutdek le Roule, je me disais, Lunja, elle devait être super belle. Comment se fait-il que son papa soit un monstre ou soit un peu pas beau? Donc, c'est des questions qu'on se pose et ça joue énormément sur l'éveil des petits-enfants. Voilà, l'imagination, et ça nous donne envie de relire plus tard. Dès qu'on est en âge de lire, on va se dire, tiens, je vais confirmer ce que ma grand-mère m'a raconté comme histoire. Voilà. Et puis, ça nous donne, une fois quand on est à l'école, on pouvait s'exprimer, on pouvait faire tabia facilement. Exactement, oui. On avait déjà des repères. Oui, on apprend de nos grand-mères, on apprend aussi tout ce qui est plat, tout ce qui est tradition, tout ce qui est coutume, comment célébrer les fêtes qu'on célèbre quotidiennement en Algérie. On a toutes ces petites traditions, et surtout on sait très bien que nos grands-parents étaient très à cheval sur ça, sur les petits détails, sur... C'était très important. Oui, ça leur tenait à cœur. Transmission fidèle d'un héritage. Exactement. Voilà, cet héritage ancestral. Exactement. Peut-être qu'on ne va pas le retrouver écrit, mais on se le transmet de génération en génération. Il y a des histoires, des anecdotes qui nous marquent, des plats, des tenues aussi, parce que souvent on découvre des tenues en grandissant, après on se dit, tiens, j'ai déjà vu ça quelque part. Chez qui? Chez mon arrière-grand-mère. Donc la transmission orale elle est très importante. Voilà. Ils avaient même des photos avec leur tenue traditionnelle. Ils nous expliquent avec des plats aussi, avec des fêtes qu'ils célébraient. Ça, c'est très important. Et aussi un apprentissage dans l'autre sens, parce que c'est vrai qu'on apprend beaucoup de chez nos grands-parents. Les petits-enfants, qu'est-ce qu'ils font pour leurs grands-parents? Maintenant, ils essaient de les connecter. Donc, les grands-parents déconnectent les petits. C'est un moyen de communication. Exactement. Et il y a une certaine complicité qui s'installe. Hein. Oui, déjà, ils commencent par leur mettre tout ce qui est moyen de communication, parce que quand ils sont loin, quand ils en courent, ils essaient de les appeler via les vidéos. Mais comme les grands-parents ne savent pas télécharger peut-être les applications, les enfants et que leurs enfants sont occupés, donc c'est les petits-enfants qui prennent le rôle. Exactement. Quand ils ont un petit problème sur leur téléphone, quand ils bug, parfois, ils font appel à leurs petits-enfants. Un petit coucou à ma maman, à ma mère. À toutes les mamans qui nous regardent, qui font appel à leurs petits-enfants d'ailleurs, ou grands-parents. Il y a aussi... ils font durer des coutumes. Par exemple, quand il y a des fêtes à célébrer, par exemple la Eid al-Kibir, l'Eid Saghir ou autre événement, ou le Mawlid Nabawi Sharif, on a tous été marqués par une odeur, un plat, une histoire, quelque chose qui nous marque à vie et qu'on a envie de reproduire avec nos enfants. Wahida, je voudrais juste rajouter à tes propos, je vais donner une petite histoire, c'est mes filles à moi. En fait, le jour de l'Mouloud ou l'Eid et tout, alors quand c'est le moment de mettre le henné la veille, c'est jamais moi. Quand je dis vous le mettez moi, ah non, c'est Mané, c'est leur grand-mère, c'était ma belle-mère, c'était obligatoire, c'était à elle de faire ça, c'était sacré. Exactement, voilà. Donc ça crée un lien. Peut-être que c'est la baraka. Ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est une baraka. Et puis on a tous vécu une anecdote avec nos grands-parents qui nous a marqué à vie et qu'on veut transmettre à nos enfants, n'est-ce pas? Je vous vois un peu nostalgique. Dans la vie, moi je pense toujours qu'on agit à travers notre subconscient, qu'on le veuille ou pas. Oui. Donc on cherche toujours à se projeter par rapport à ce qui se passe actuellement dans cette modernisation, dans ces mutations économiques que l'Algérie connaît, dans cette nouvelle Algérie qu'on est en plein, dans le centre du changement de l'Algérie, de mettre une Algérie nouvelle. Cette Algérie nouvelle doit prendre en charge, et elle est en train de prendre en charge cette personne âgée. Je dirais qu'il sera dans le centre d'intérêt de toutes les décisions politiques actuelles. La personne âgée redevienne, la famille redevienne aussi une famille productrice. C'est pour ça qu'on est en train de parler de la femme productrice, de comment changer le mode de vie de ces gens-là, dans les zones défavorisées, comment essayer de changer ce vécu. C'est à travers
la politique sociale actuelle de l'État, soit dans le cadre du développement social, du développement économique, ce que actuellement, même si on parle aussi de la femme, parce que la femme, elle est dans le centre d'intérêt, même si on parle de la femme, la personne âgée, femme aussi, elle a un rôle très important à jouer dans le cadre de la transmission de ce patrimoine. Et je pense que la femme aussi, elle a, si on parle de Yenayer, on parle de la femme, parce que tous les travaux, c'est la femme qui est en train de le faire maintenant. Donc, ces changements doivent être opérés d'une manière saine, dans le cadre d'un respect, bien sûr, de toutes nos traditions. Je pense que la société civile a un rôle très important à jouer dans ce cadre-là. C'est pour ça que le travail actuellement que notre ministre de la Solidarité mène avec les différentes structures de l'État rentre dans cette perspective, comment assurer les meilleures conditions de vie pour les personnes âgées, soit dans nos centres d'établissement spécialisés, soit dans le cadre de ce que le privé peut apporter, soit aussi dans le cadre du mouvement associatif, soit aussi dans le cadre de la création des nouveaux métiers du social. On est dedans. Il y a de nouvelles spécialités qui apparaissent, un nouveau besoin, et le nouveau besoin a besoin aussi de méthodes nouvelles, d'une vision nouvelle aussi pour prendre en charge d'une manière adéquate la personne âgée. Voilà, donc tout à l'heure, on parlait donc de la création de start-up, où on pourra trouver des auxiliaires de vie, parce qu'on sait très bien que maintenant, la famille algérienne, généralement, les deux travaillent, la femme et le mari, et donc ces personnes âgées, il y a de temps en temps où ils auront besoin de faire appel donc, à ces auxiliaires. Voilà. Surtout pour des parents malades qui ont besoin de soins au quotidien. Il y a juste une vision qu'il faudrait, donc c'est la tendance actuelle, pas uniquement en Algérie, mais c'est une tendance mondiale. C'est vrai, il y a la prise en charge institutionnelle, c'est une réalité, on ne peut pas donc s'en départir. Mais la tendance actuelle, en plus de la prise en charge institutionnelle, il faudrait aussi qu'il y ait une prise en charge, ce qu'on appelle à domicile. C'est ça l'objectif. L'objectif, donc, c'est le développement de ces différentes start-up. Le but, c'est assurer une prise en charge à domicile, parce qu'on a remarqué que rien ne peut remplacer une chaleur familiale, rien ne peut remplacer les repères là où nous sommes dans notre domicile. En plus, on sait très bien que les personnes âgées, généralement, préfèrent rester encore chez eux dans leur propre maison. Oui, madame. Parce que les sortir pour eux, c'est déjà les arracher à... C'est très douloureux pour eux. Donc, il vaut mieux qu'ils soient sur place, ils ont leur repère. Moi, je ne dirais pas que c'est douloureux. Moi, je dirais que c'est un crime qu'on peut commettre à l'égard d'une personne, c'est de le faire sortir de son milieu, de ses repères, et le mettre ailleurs. Donc, à nous maintenant... Société, moi je dirais que la responsabilité est partagée. C'est une responsabilité sociale. Ce n'est plus quelque chose d'obligé. C'est une responsabilité sociale. Tout le monde doit mettre son grain au moulin pour essayer, en fin de compte, de produire quelque chose de bien. Que les gens se mettent maintenant, soit les start-up, soit au niveau universitaire, soit d'apporter une nouvelle vision adéquate qui répond à nos conditions aussi. Bon, il ne faut pas qu'on mène les mêmes choses qu'on a vues lors de Covid au niveau de l'Europe, où il y avait des centaines de personnes âgées qui se sont dissémées dans les centres d'accueil. Je dirais que le contraire s'est produit en Algérie. On a pu garder nos établissements fermés, on a pu garantir le maximum de services à ces personnes, et maintenant on est en train de chercher à améliorer toutes les conditions de vie de cette frange de population. Je ne vous cache pas, c'est-à-dire lors de l'épidémie du Covid, j'avais demandé l'autorisation du ministère de la Solidarité nationale pour faire juste c'est-à-dire un passage au niveau donc des foyers à personnes âgées, et j'ai pu témoigner qu'il y avait une prise en charge, une protection. Donc j'ai fait 3 ou 4 FPA, et je reconnais que durant la crise, il y avait une prise en charge de nos sujets âgés. Justement, nous aussi, au niveau donc des FPA. Voilà, une équipe voulait faire un sujet à cette époque-là, et donc l'accès nous a été refusé. Moi, j'ai eu l'occasion, en toute sincérité, j'ai eu l'occasion peut-être au début. Vous êtes du domaine peut-être, parce que j'ai eu l'occasion d'aller donc à Dil Ibrahim, d'aller donc à... Mais en tant que spécialiste de la santé, il est autorisé. Voilà, exactement. Donc j'ai témoigné en toute sincérité. Je voudrais juste, c'est-à-dire dans ce que vous avez soulevé, cette année, on a fait donc, avec bien sûr les organismes internationaux, sur ce qu'on appelle la fracture numérique chez les sujets âgés.
C'est-à-dire comment faire bénéficier les sujets âgés des moyens actuels, puisqu'on parle actuellement, c'est-à-dire on a constaté qu'il y a un pourcentage non négligeable de sujets âgés où ils ne peuvent pas, c'est-à-dire certes il y a l'accès, mais il y a c'est-à-dire une mauvaise utilisation ou une non-connaissance de cette utilisation. Un appel a été fait donc par les organismes internationaux pour améliorer ce qu'on appelle la fracture numérique chez les sujets âgés. C'est comment les faire bénéficier des moyens nouveaux, donc, et avoir une accessibilité à ces moyens nouveaux. Parce qu'en fait, là, c'est vrai que c'est une cassure et ils se sentent rejetés. Voilà. Oui. Donc, c'est ça ce que M. Rahim avait soulevé, c'est avoir cette possibilité. Ça, à titre individuel, à titre familial, mais aussi le travail a été fait, bien sûr, chez nous en Algérie, à titre institutionnel. Par exemple, lorsqu'il y a un accès, par exemple, d'un sujet âgé, vous avez remarqué, il roh la poste. D'accord, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont en train de développer ce qu'on appelle la reconnaissance faciale. Oui. Donc c'est une avancée importante chez nous en Algérie, c'est-à-dire pour lutter contre la fracture numérique. Le second problème, c'est développer les sujets isolés, puisqu'on a dit la prise en charge au niveau du domicile. C'est comment développer les moyens d'alerte. Parce qu'on sait que dans une famille, actuellement, on ne parle pas d'un sujet âgé isolé, c'est un couple qui est isolé. L'enquête que nous avons faite, nous avons remarqué parfois qu'il y a des immeubles où il y a 8 appartements qui sont soit une personne, soit un couple âgé. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Il faudrait développer ce qu'on appelle les moyens d'alerte. Lorsqu'il y a une chute, comment trouver ces moyens? Ces moyens existent. Et c'est ça le rôle que M. Rahim avait soulevé. Il faudrait que les sociétés qui s'occupent de ça, les sociétés de numérique, comment ils nous développent ces moyens. Lorsqu'il y a une chute, lorsqu'il y a un appel, lorsqu'il veut quelque chose, il faudrait qu'il y ait un moyen, c'est des moyens numériques modernes, qui nous assure donc ça peut être des applications d'alerte, des bracelets. Voilà, donc ça existe. Bracelets, oui. Ça existe. L'important, il faudrait les développer parce que certes, le nombre de patients, c'est-à-dire, je m'excuse, le nombre de sujets âgés isolés n'est pas aussi important qu'on le pense. Mais il faudrait, ce que nous avons dit, non pas être alarmiste, mais d'abord profiter de ce qui se passe dans les autres pays. Ce que nous avons toujours dit, il faudrait qu'il y ait notre propre expérience. Parce que lorsqu'on parle de l'affaire pédagogique, c'est quelque chose qui existe uniquement en Algérie et dans les pays arabes. Parce que lorsqu'on a fait des travaux avec les pays arabes, on a remarqué qu'il n'y a pas une prise en charge aussi bonne. Ils s'étonnent que notre pays prenne en charge des sujets âgés gratuitement et dans les foyers des personnes âgées. C'est quelque chose d'anormal. Comment vous assurez tout cela? Donc on voit la lourdeur financière. Et qu'est-ce qu'on fait pour nos sujets âgés? Donc nous, ce qu'on dit, il y a la prise en charge donc institutionnelle, mais essayons de développer la prise en charge au niveau des domiciles et essayer de développer ce qu'on appelle les moyens d'alerte pour qu'il y ait donc, principalement pour les couples, les sujets âgés au niveau des domiciles et pour lutter contre ce qu'on appelle la fracture numérique qui a été constatée. Nous, on est en train de faire un travail sur ce thème, la fracture numérique des sujets âgés. Oui, on a constaté, je m'excuse de dire un téléphone basique, par exemple, mais le numéro de téléphone, il ne connaît pas. Non, il connaît pas. Il ne connaît pas le numéro de téléphone de son entourage. Donc pour nous, c'est une forme d'isolement. Oui. Donc on a constaté, donc le travail est en train de se faire. Les résultats, donc, on va les publier donc, très prochainement pour dire qu'est-ce qui se passe donc, réellement dans la vie quotidienne et comment lutter contre cette fracture numérique qui a été constatée chez les sujets âgés. Il y a aussi des voisins en même temps. Il faut rappeler toujours la bonté des Algériens, c'est quand on a un voisin d'un certain âge, quand on ne le voit pas une journée, je pense qu'on a toujours ça. C'est pour ça qu'ils sont un peu confiants les gens. Même quand mais ce n'est pas général, c'est tout le monde. Maintenant, on doit essayer comment démontrer aux gens que c'est important de s'inquiéter sur le son de ton voisin. Par exemple, quelqu'un
qui a l'habitude d'aller Salat al-Fajr le masjid. Donc celui les salim, normalement, lorsqu'il ne le voit pas, il doit s'inquiéter. Surtout s'il il doit s'inquiéter. Donc ça, c'est une alerte. Exactement. Le fait de voir son compteur d'eau qui n'a pas bougé, le compteur de l'eau. Ils n'entendent pas de bruit, ils n'entendent pas de la lumière. Oui, on a vu, tu as vu ce que l'oxyde de carbone, ce qu'il fait comme dégâts actuellement. Ça nous pousse à être plus vigilants à l'égard de nous-mêmes et à l'égard de l'environnement immédiat. Donc, c'est à nous maintenant d'essayer de trouver quels sont les meilleurs moyens, quels sont les meilleurs repères aussi, quels sont la meilleure manière aussi d'intervenir pour alerter s'il y a. Donc pour nous, c'est clair, les plateformes numériques sont là, on peut signaler, on peut faire un signalement. Et donc à nos équipes maintenant qui sont outillées, à nos médiateurs sociaux, maintenant il y a un médiateur, le médiateur social au niveau de nos structures, qui va essayer de faire retrouver à cette personne le vécu tout à fait normal. Parce lorsqu'on avance dans l'âge, nos comportements changent aussi, notre tempérament change aussi, on devient plus sensible à n'importe aux petits détails. Donc, justement, vous savez qu'en Europe, il y a une certaine expérience qui commence à se faire, c'est les crèches, en fait, au lieu d'amener nos petits-enfants à la crèche, c'est qu'ils amènent leurs enfants dans des maisons comme ça, où il y a des personnes âgées, et en fait, ceux qui arrivent encore... En toute sincérité, on a eu l'expérience, lorsqu'on avait discuté avec les pays arabes, certains pays arabes, au Bahreïn, il y a cette expérience. Mais on a dit toujours, en Algérie, il y avait des tentatives. Il y avait un privé qui avait tenté ça. On a premièrement banni le terme de crèche. Parce que la crèche, ça sous-entend autre chose. Deuxièmement, on avait banni le terme de lieu de rencontre. Parce que je vais faire des lieux de rencontre. Il faudrait bannir ce terme. Donc il y a les expériences, madame, il y a des expériences. Ce qu'on dit, il faudrait qu'il y ait notre propre expérience. Il faudrait qu'on bénéficie, certes, des expériences des autres pays. Si on peut nous-mêmes, donc nous avons l'expérience des FPA. Vraiment, c'est des expériences formidables. Nous avons l'expérience des Diyar Rahma. C'est des expériences vraiment formidables. La personne qui n'a pas eu l'occasion de visiter les Diyar Rahma, qui n'a pas, surtout, non pas uniquement visiter, mais voir le mécanisme de fonctionnement de ces centres, il restera bouche bée. Vraiment, qu'est-ce qu'il faut comme travail formidable. Effectivement. Vraiment. Donc moi, ce que je leur dis, il faudrait qu'il y ait une expérience nous-mêmes. C'est-à-dire, on peut développer ce que vous avez dit et puis faire une évaluation après. Nous avons la loi qui permet aux structures, aux personnes physiques, c'est-à-dire morales, privées, de faire des centres privés pour les sujets âgés. Mais ce qu'on veut, c'est-à-dire, il fait ce travail, mais il faudrait l'évaluer pour que nous ayons, c'est-à-dire une expérience propre selon nos conditions socio-culturelles, c'est-à-dire algériennes. Parce que je m'excuse, le dernier mot, et le point a été soulevé, c'est durant la Covid, vous avez remarqué dans certains pays où ils ont délaissé leur... C'est des choses. Ça a été des scandales qu'on a vus et qu'on a vécu. En tout cas, on sort avec la conclusion qu'il faut prendre soin des personnes âgées, de nos parents, essayer d'être là au quotidien. Je vous dis merci, professeur Benhamer. Merci aussi, monsieur Jamel Rahim, de votre participation. Et moi, je vous dis merci d'avoir suivi l'émission. Restez fidèles au programme de Canal Algérie et je vous dis à demain. Merci, au revoir.